Voilà, Super. alors bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui vont nous regarder en replay. Nous nous retrouvons pour cette série de webinaires d'échanges, notamment sur le retour d'expérience d'Anne Peucœur. Merci Anne d'être avec nous ce soir. Euh, Ravie d'être là. Anne, elle est Equicoach depuis 13 ans. Elle est au Sympac, alors tu vas peut-être me dire précisément depuis peut-être moins d'un an. Ouais, moins d'un an, effectivement, je vous ai rejoint il y a peu de temps et je suis ravie. Donc voilà, c'est une belle décision et je suis très contente de pouvoir partager mes 13 années de pratique avec vous. Alors merci parce que tu es sage comme on dit et donc on va profiter de ta sagesse ce soir. Ok. Hélène, comme je voudrais me permettre de rajouter quelques éléments, parce qu'Anne est nouvelle adhérente, mais c'est aussi ce soir son webinaire, avant qu'elle prenne la parole, pour dire que Anne fait partie en effet des pionniers de l'équicoaching en France, de l'apprentissage facilité par les chevaux, et qu'elle a été la toute première à l'origine, avant le Sympac, d'un collectif qui finalement je veux dire, a On va duré pas que quelques années, perdurer, mais oui, peu ouais, importe. ouais. Mm. En tout cas, a été parmi les premiers équicoachs à, à sentir qu'il était Mm. probablement judicieux pour nous et pour notre métier de Mm. nous regrouper. Voilà, je Mm. voulais juste Mm. le signaler ce soir. Je suis Merci. ravie que tu sois au Sympa Cannes, tu le sais. Ouais. Mais je te laisse Oui, la oui, parole. Mais ça j'avais envie s'appelait que tout le monde sache ça l'APCFC. ce soir. Ouais. Ça s'appelait l'APCFC, Association des professionnels du coaching facilité par le cheval. Et on a C'est été ça. au plus fort de cette association une douzaine d'équicoachs. Voilà, j'étais pas toute seule, hein, j'étais à l'initiative de la création de cette association, mais évidemment, j'étais pas toute seule dans le bureau. Et ça a été des bons moments, mais c'est vrai que c'était difficile il y a 13 ans, je trouve, de fédérer autour de nos métiers. Voilà. Donc, j'avais envie que tout le monde sache ça aussi ce soir. Un peu C'est Merci. bien, d'histoire dans ces merci. séries des pionniers Bien ne sûr. nuit pas. Merci Carole. Donc Anne, bah, je vais te laisser te présenter, nous raconter notamment, peut-être on va commencer par, on va voir trois volets ce soir, mais le premier des trois volets, ça serait peut-être plutôt que tu nous racontes ton histoire avec les chevaux et peut-être la première mémoire marquante avec un cheval, tu vois, et en quoi cette expérience, elle a influencé ta vie professionnelle ensuite. Donc, tu veux que je commence par ça? Alors, juste en quelques mots, qui je suis moi perso. Après, je vous parlerai de moi avec les chevaux, Bien mais sûr. j'aime bien effectivement, voilà, d'abord dire qui je suis. Et donc, ben, moi, c'est Anne, je viens d'avoir 58 ans et je suis maman de trois grands-enfants, dont deux sont déjà en activité et une finit ses études. J'habite dans le Beaujolais, dans une petite commune qui s'appelle Pommier, au milieu des vignes, et c'est magnifique. Et j'ai la chance d'avoir trois magnifiques chevaux. Alors, des retraités, hein, depuis peu, ils sont tous à la retraite. Au mois de novembre, ils sont partis dans leur grand pré de retraite. Donc, Kouros a 29 ans, il y a Nemo qui en a 26 et Kaline 23. Donc, voilà. J'ai des papis et mamies qui se portent bien, qui sont très contents d'être tout seuls dans 4 hectares et qu'on leur fiche la paix. Donc, ils sont, voilà. Et j'ai aussi un petit chien, un petit border collie. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est moi en tant que Anne. Et pour répondre à ta question, mon premier souvenir marquant avec les chevaux, c'était avec des poneys. Mes parents avaient une maison de campagne à côté de Blois. Et au bout du chemin, en fait, ça me paraissait très très grand, mais enfin, j'y suis retournée après, c'était pas si grand que ça. Il y avait un pré avec des poneys. Je ne sais pas du tout à qui ils appartenaient, c'était des Shetland. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais effectivement, le truc, quand on arrivait le week-end, j'allais voir les petits poneys. Voilà. Et ça, c'est mes premiers souvenirs de rencontres avec je ne sais pas, j'avais cette attirance. Alors, ce que ne savaient pas mes parents, c'est que quand ils ne savaient pas où j'étais, ben, en fait, je partais toute seule les voir, alors que je n'avais pas le droit, normalement. Et je rentrais dans le pré alors que normalement, je n'avais pas le droit. Et je leur amenais du pain. Donc voilà, c'était ce souvenir-là qui me marque de cette première rencontre. Et donc très vite, je me rappelle, j'étais toute petite et j'avais dit, quand je serai grande, j'aurai des chevaux. Bon, voilà. Et j'étais gamine, je devais avoir, oui, je sais pas, 6 7 ans.
Et ça a continué comme ça. J'ai beaucoup cassé les pieds à mes parents jusqu'à mes 12 ans pour faire du cheval. Et c'était pas pratique. Enfin, on habitait en région parisienne, il n'y avait pas les infrastructures qu'il y a aujourd'hui. Et puis quand même, je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont eu trop marre. Ils ont fini par trouver un centre équestre près de la maison de campagne. Et donc le week-end, j'ai appris à faire du cheval sur des petits chevaux bien sympas, un peu croisés porte-fenêtre. Hein. C'était des chevaux plutôt de balade. Et puis j'ai fait des stages pendant mes vacances, alors à l'UCPA, je me rappelle, c'était bien, j'allais à l'UCPA. Bon, c'était génial, sauf que bah, c'était des stages pour apprendre l'équitation. Donc on montait sur des chevaux qui étaient grands, qui souvent étaient un peu pas bien dans leur tête. Maintenant je comprends pourquoi. C'était des chevaux, souvent des réformés des courses, qui avaient vécu des choses compliquées, ils vivaient en boxe. Et donc, quand on montait sur leur dos, ils n'étaient pas toujours très contents. Et donc, j'ai fait beaucoup de chutes, des grosses chutes qui m'ont fait très peur, qui m'ont fait très mal. Et très vite, j'ai en fait eu peur de monter sur les chevaux, mais la peur était moins forte que l'envie d'y arriver quand même. Donc, j'ai continué, je me suis accrochée. Et, euh, et puis, ben, j'ai donc jusqu'à à peu près la fin de mes études supérieures. Et donc, j'étais là, je me disais, il faut que je fasse de l'équitation, il faut que je fasse de l'équitation. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, ce n'était pas tant l'équitation qui me plaisait, mais c'était la relation avec les chevaux. Et donc, quand j'ai eu mon premier salaire, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et je me rappelle, j'ai dépensé une grosse partie de ce premier salaire pour partir faire une randonnée à cheval avec cheval d'aventure à de mariage. Et donc, je suis partie en Islande. Et donc, c'était du convoyage de troupeaux. En fait, on partait, il y avait 20 cavaliers sur 20 chevaux et on emmenait avec nous une trentaine de poneys, entre guillemets, de rechange, parce que les Islandais, ils sont petits, et on va à allure assez vive sur ces petits chevaux. Donc, ils sont quand même relativement vite fatigués. Donc, à midi, on changeait de monture, mais du coup, il fallait qu'on emmène notre troupeau avec nous. Donc j'ai vécu un truc mais extraordinaire déjà sur des chevaux que je connaissais pas. J'ai découvert le tölt, j'ai découvert que voilà il y avait une autre façon de faire de l'équitation et surtout je me suis rendu compte que j'avais plus peur. Je me suis dit mais comment ça se fait en fait que moi qui ai très 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 peur de monter à cheval et de me faire mal, ben là j'ai pas eu peur. Et je me suis dit en fait ce qui a changé c'est le contexte dans lequel j'étais avec ces chevaux, c'était la liberté, c'était des chevaux qui vivaient dehors tout le temps, qui étaient en troupeau, qui avaient l'air contents de nous voir quand on arrivait, voilà, et qui avaient, enfin, qui étaient gentils, mignons, qui étaient, enfin, je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux. Euh, et donc j'ai continué. Je me suis dit, plus jamais je ferai de cours en manège, ça me plaît pas. La compétition, n'en parlons pas. J'avais essayé de faire deux, trois CSO, mais c'était vraiment pas pour moi. Et donc, j'ai continué à faire de l'équitation, de loisirs et de randonnée. Donc, j'ai continué avec cheval d'aventure, j'ai fait du convoyage de troupeaux aux États-Unis. Voilà, c'était magnifique. On est allé rassembler les troupeaux sur les berges du Grand Canyon. Enfin, c'était voilà, fabuleux. Je suis allée donc je suis retournée en Islande, je suis allée aussi c'était en Tunisie. Et donc voilà, j'ai commencé à comprendre que ce qui me plaisait dans le lien avec le cheval, c'était cette notion de liberté et surtout, j'ai beaucoup monté à cheval aussi en randonnée en Franche-Comté, dans une écurie qui n'existe plus aujourd'hui, mais où c'était des chevaux de randonnée mais extraordinaires. Donc là, on m'a dit, tu sais quoi, tu vas lâcher les rênes, hein, puis tu vas laisser ton cheval faire comme il veut. J'ai dit, non, 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 quand le cheval il fait comme il veut, c'est pas bon du tout. Et on m'a dit, mais si, fais-lui confiance. Et là aussi, deuxième déclic, je peux faire confiance à un cheval. Ça, c'était un truc. Et en fait, il va pas se débarrasser de moi. Je peux lui faire confiance. Et là, j'ai commencé à monter à cheval vraiment différemment. Reine longue, mais quand je dis reine longue, c'est reine posée sur l'encolure, en fait. Et le cheval, il se débrouillait bien comme il voulait. J'ai découvert la joie de galoper reine longue, sans, voilà. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la vraie relation avec le cheval. Sauf que j'étais toujours sur leur dos. C'était encore pas, j'étais pas encore dans une relation à pied, comme on fait maintenant en équicoaching, évidemment. Mais donc, il y a eu un autre déclic. C'est euh, en fait le jour de mes 40 ans, j'ai eu mon premier cheval. Et là, je me suis dit, bah, c'est super, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais m'asseoir dessus. C'était une petite jument Camargue qui avait 5 ans à l'époque. Et puis, je vais partir reine longue, ça va être trop bien. Donc, je suis montée sur ma petite Camargue de 5 ans toute seule. Je suis partie. Ça ne s'est pas très bien passé. Parce que là, pour le coup, elle s'est retrouvée toute seule. Elle était en panique.
Et j'ai dit, bah, en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, la confiance, le fait de lâcher les rênes, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui me manque? Et j'ai découvert, donc du coup, assez longtemps après mes premières expériences, ce que pouvait être une vraie relation avec le cheval. Donc, je me suis fait accompagner par des gens qui savaient ce que c'était que la connexion, le lien avec le cheval. J'ai travaillé avec des gens qui pratiquaient l'équitation éthologique, ou en tout cas le travail à pied de façon éthologique. Et là, voilà, là, j'ai vraiment découvert une autre relation. Et c'est ce qui m'a permis, quand j'ai eu la chance d'être licenciée, j'avais 42 ans, de me dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma nouvelle vie professionnelle pour intégrer le cheval, et pas tant le cheval, enfin pas tant l'équitation, que la relation avec le cheval. Voilà, c'était un petit peu ce parcours-là, voilà, sur ma relation au cheval. Et du coup, j'ai continué à travailler cette relation à pied, puisque bah, voilà, l'équitation classique, ça ne m'a jamais plu et ça ne me plaît toujours pas. Mais ce que j'avais besoin d'appréhender, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand il y a un humain et un cheval face à face. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et donc, j'ai fait pas mal de stages avec des gens assez fascinants qui faisaient du théâtre équestre, des gens qui avaient travaillé chez Zingaro, donc plutôt des pointures. Donc, ça aussi, c'était voilà, brillant. Quelqu'un qui travaillait à un niveau plus énergétique avec les chevaux aussi, qui m'a voilà, qui m'a fait découvrir encore d'autres dimensions. Euh, et je me suis dit que, waouh, finalement, la relation que j'avais toujours cherchée avec le cheval, ce n'était pas une relation d'équitation, mais une relation de proximité et de communication. Voilà. C'est un petit peu. Et puis après, j'ai eu deux autres chevaux qui m'ont appris aussi des choses très différentes. Bon, voilà, le dernier que j'ai eu et voilà, qui va toujours très bien. Mon Nemo, alors lui, il m'a appris beaucoup de choses sur le leadership, mais j'y reviendrai un petit peu dans la suite peut-être de l'explication, puisque lui, si on ne lui dit pas que c'est nous le leader, bah, c'est lui qui le décide, voilà. Et de façon très bienveillante, mais sans aucune, voilà. Voilà. Et donc lui aussi, il m'a fait travailler d'autres choses. Et ça continue, parce que même s'ils sont à la retraite, quand je vais les voir auprès, il se passe encore des choses assez fascinantes. Donc, voilà un petit peu mon évolution. Donc, je suis vraiment partie de très loin, hein, sur un aspect euh, équitation, et c'est moi qui décide, et c'est le cavalier qui doit dire au cheval ce qu'il doit faire. Euh, Sauf que ça ne se passe pas toujours comme on veut. À beaucoup plus d'humilité en disant, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend du cheval? Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. C'est très clair, bien sûr. Ouais, C'est donc il y a ce chemin un peu où tu as commencé par monter sur le cheval, puis au fur et à mesure, tu es descendu du cheval pour c'est ça. découvrir autre chose, sur la Et terre ferme. voilà, et depuis, on va dire, 5 6 ans, je ne monte plus à cheval. Alors, d'une part, parce que mon dos me rappelle à son bon souvenir quand je monte trop longtemps, mais c'est surtout que j'en ai plus du tout envie. C'est qu'en fait, quand je faisais de l'équitation, j'en faisais le dimanche ou voilà, le week-end, et j'attendais le week-end pour aller voir mes chevaux. Là, je suis avec eux tout le temps, alors que ce soit les miens ou d'autres. Donc, j'allais dire, ce besoin de me nourrir de la présence du cheval, bah, il passe plus par le fait de monter sur leur dos, et j'ai plus du tout envie de monter à cheval. Vraiment. Voilà. Même ça me gêne presque. Enfin, à certains moments, ça peut me gêner de voir des cavaliers demander autant de choses à leur cheval. Mais ça, c'est très personnel. Qu'on leur foute la paix, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas, j'ai rien contre les cavaliers, mais je pense que le cheval a bien plus à nous apprendre que juste le fait de nous porter sur son dos. Et l'équi-coaching est arrivé il y a Mm, 13 ans. Tu mm. connaissais, comment ça s'est... Alors, moi, mon parcours professionnel, il est très classique. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé après 20 ans dans différents groupes. J'ai fait d'abord 10 ans chez Thales. J'étais responsable d'un service formation, donc plutôt du côté pédagogie, formation, apprentissage. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans plutôt dans le commercial, dans différentes boîtes où je faisais du développement commercial. Euh, et puis, j'ai eu donc ce premier cheval, ma petite Caline, ma Camargue. Et donc, j'avais Caline depuis à peu près 2 ans quand j'ai eu la chance,
mais vraiment, je mesure ça comme une chance d'être licenciée de mon dernier job. Alors, c'était un licenciement économique, ça ne m'a pas plus traumatisé que ça. Ça m'a permis par contre d'avoir 2 ans d'accompagnement avec Pôle emploi à l'époque, avec des formations qui pouvaient être payées, etc. Et donc, j'en étais là dans mon parcours avec cette petite jument câline qui ne faisait pas du tout ce que je voulais. Et puis, euh, cette porte qui s'ouvrait d'avoir une troisième vie professionnelle. Et donc, je me suis dit, bah, j'aime le cheval quand même, hein, ça faisait quand même des années que je vivais avec et pour les chevaux. Je me suis dit, il faut que dans ma troisième vie, il y ait des chevaux. Mais je ne connaissais pas du tout ces métiers de la médiation. Donc, j'ai pris Internet à l'époque, hein, donc ça, c'était il y a 15 ans, et j'ai fait la liste de tous les métiers du cheval. Donc, en passant par maréchal ferrant, dentiste équin, vétérinaire. Et en fait, il y avait très peu de choses il y a 15 ans sur la médiation équine. Donc, j'avais trouvé quelques trucs sur l'équithérapie. Alors, à l'époque, l'équithérapie, c'était des gens avec des lourds handicaps qu'on mettait sur des poneys et qu'on faisait tourner en rond. Je me suis dit, c'est pas ça. Et puis en plus, pour le coup, l'équithérapie, je me sentais aucune légitimité. Enfin, c'était vraiment pas du tout dans mon domaine. Et j'ai dû tomber par hasard sur la seule vidéo qui existait à l'époque de l'équipe coaching, qui était une vidéo en allemand, euh, où j'ai vu des humains qui interagissaient avec des chevaux et ils avaient l'air d'être émus, touchés, etc. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, du coup, voilà, comme je suis un petit peu têtue, j'ai déroulé le fil et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait bien qui pouvait se rapprocher de ça. Et je suis tombée sur des choses autour de la méthode Epona. J'ai découvert le livre de Linda Kohanov que j'ai acheté tout de suite, Le Tao du cheval. Et là, je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça. Je veux faire ça, comment je peux faire? Euh, et donc, j'ai fait une première chose, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait Monique Miseré, alors certains peut-être l'ont connue, qui est plus en activité aujourd'hui, mais qui était voilà, tout près de chez moi à l'époque, puisqu'elle elle habitait dans le Beaujolais aussi. Et, euh, et elle proposait des week-ends de développement personnel avec les chevaux. Bon, je me suis dit, bah, je vais y aller. Bah, on verra bien. Donc, ça a été mon premier contact avec bah, ce qui ne s'appelait pas encore vraiment l'équicoaching à l'époque, il y a 15 ans. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, donc je vais vous le raconter parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais je veux faire ce métier. En fait, Monique nous amène, on était 5 ou 6 femmes. Je ne savais pas du tout ce que c'était que l'équicoaching. Je ne connaissais pas Monique. On fait un petit tour de table et elle nous amène vers le pré où il y avait ses chevaux. Elle dit, voilà, on va faire connaissance avec les chevaux. Donc, c'était un pré très en pente. Donc, en fait, quand on était à la barrière, on ne voyait pas du tout les chevaux. Enfin, on se doutait qu'ils devaient être en bas. Et puis, on discutait entre nous comme ça, on faisait connaissance. Et puis, on parlait, bah, toi, tu as des chevaux, tu aimes bien les chevaux, tout ça, qu'est-ce que tu aimes comme cheval? Et moi, je dis, bah, moi, j'adore les chevaux, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un type de chevaux que j'aime pas trop, c'est les chevaux pis, les chevaux d'Indien, là, les chevaux pis avec des taches. C'est vraiment, voilà. Et j'entends une galopade, une cavalcade, mais vraiment qui venait de loin comme ça. Et puis, on continue à parler, puis je disais, non, mais moi, non, vraiment, les pis, j'aime pas. Et arrive, mais du fond du trou, et donc je le vois monter comme ça, mais au galop, mais à fond, le cheval de Monique qui s'appelait Crunch, un grand cheval pie, et qui arrive et qui se met mais comme ça devant moi. Les autres chevaux n'étaient pas là. Hein. Il se met comme ça devant moi, puis il fait, vous savez, comme Spirit, là, il fait comme ça. Et je me suis retrouvée donc face à ce cheval énorme, en plus il était très grand, qui m'a remis à ma place en disant t'as vu quand même les chevaux pis, comment ils sont? Et là, bien sûr, tout le monde a éclaté de rire, et Monique aussi. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire comme métier. Je veux faire vivre ça aux autres personnes. Et ça a été, voilà, j'ai fait un week-end qui m'a semblé vraiment magique. Euh, En plus, bah, Monique, c'était voilà, c'était Epona, enfin, et voilà. Et du coup, ça m'a plus quitté et j'ai enclenché les formations qui me semblaient utiles pour pouvoir accéder à voilà, un niveau d'exigence, en tout cas, qui était important pour moi. Donc, moi, je me suis dit, dans Equi-Coaching, il y a coaching, donc il faut déjà que je sois coach. Donc, je me suis certifiée en coaching, coaching de vie, coaching d'entreprise. Euh,
Et puis ensuite, ben, j'ai continué ma formation avec Monique sur les aspects. Alors, je n'ai pas fait tout le cursus EPONA, puisqu'il fallait à l'époque partir aux États-Unis pour pouvoir être certifié. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait une partie de ce cursus avec Monique. Et voilà, et c'était juste magique. Et j'ai commencé à pratiquer, en fait, après avoir terminé, bien sûr, mes modules, euh, mes modules EPONA. Voilà. Merci Crunch alors. Un B Crunch, mais voilà, il est décédé depuis pendant la canicule de 2000. Enfin, c'est assez récent. Voilà. Mais oui, oui, ça, il m'avait bluffé. Et pendant toute la formation, il ne m'a pas lâché. C'est-à-dire tous les modules que j'ai fait chez Monique, il m'a bien montré ce que c'était que l'equi-coaching. Donc, ouais, 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 vraiment, merci Crunch. Je crois que ça a été mon mentor sur cet aspect equi-coaching. Donc, tu t'es formé auprès de Monique et ensuite Mm. tu as commencé à pratiquer. Alors, j'ai commencé à pratiquer. Alors, j'ai commencé à pratiquer assez vite puisque j'avais commencé la formation avec Monique avant d'avoir fini complètement ma certification en coaching. Euh, donc, je me suis d'abord certifiée en coaching. J'avais encore une partie des modules à terminer avec Monique, mais je me suis dit, tant pis, il faut déjà que j'essaye. Donc, j'ai proposé aux stagiaires qui se formaient avec moi en coaching. Je leur ai dit, mais vous ne voulez pas être mes cobayes? Euh, alors, j'avais quand même un gros syndrome de l'imposteur en disant, je ne suis pas complètement formée, j'ai jamais fait, qu'est-ce qui va se passer? Euh, et puis, mon prof de coaching m'a dit, écoute, fais avec ce que tu as, tu verras bien, vas-y, fais là où tu en es. Et OK. Et donc, j'ai proposé voilà, aux autres stagiaires de vivre une journée d'équi-coaching et ça a été waouh, mais vraiment. Enfin, là, j'ai encore des souvenirs aussi très, très forts de ce qui s'est passé. Et ça n'a fait que confirmer que j'étais à la bonne place et que voilà, que ça me portait vraiment ça. Et donc, j'ai fini ma formation avec Monique et je me suis mise à mon compte très vite pour proposer à la fois du coaching, de l'équi-coaching et en même temps, pendant aussi ma formation de coach, je m'étais inscrite comme bénévole dans une formation qui proposait de l'équithérapie, une association qui proposait de l'équithérapie. Et l'idée, c'est qu'en fait, on donnait 100 heures de notre temps en bénévolat et qu'en échange, ils nous formaient à l'équithérapie. Ils avaient un cursus universitaire, enfin en tout cas animé par des universitaires. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans où j'ai effectivement fait du bénévolat et du coup j'ai pu rajouter aussi après ces prestations d'équithérapie. Donc je suis aujourd'hui à la fois équicoach et équithérapeute. Et aujourd'hui, donc, quelle est la proportion de coaching d'équithérapie pour toi? Alors le coaching pur, j'en fais très peu parce que souvent, enfin je rajoute quasiment systématiquement de l'équicoaching. En fait, je fais des mix, des parcours en fait d'accompagnement coaching et équicoaching. Euh, donc, je dirais que en temps, en nombre de séances, je fais plus d'équithérapie parce que c'est des séances d'1 heure et puis il y a beaucoup de récurrence, c'est des institutions qui viennent toutes les semaines, etc. Par contre, en termes de chiffre d'affaires euh, oui, en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt l'équicoaching qui est, voilà, qui est la plus grosse partie de mon activité. Mais l'équi-coaching, je fais donc de l'accompagnement individuel, je fais aussi des ateliers le week-end de développement personnel avec les chevaux, et puis je fais des séminaires avec les entreprises. Donc, mais du coup, c'est sur des temps, voilà, séminaire entreprise, c'est une journée. J'en fais un peu, enfin, ça dépend des mois, mais euh, un ou deux par mois oui, de prestations entreprises, et autrement, c'est de l'individuel, de la famille, des ateliers, etc. C'est assez varié, Oui, je vois. ben, j'aime bien. Je n'aime pas m'ennuyer. Donc, c'est vrai que j'ai fait le choix, en fait, de ne pas me focaliser sur un public particulier ou sur une offre particulière. Euh, donc, je fais de l'équi-coaching pour tout le monde et puis de l'équithérapie aussi pour tout type de public. Aujourd'hui, je dis quasiment pas non enfin, en fait, je trouve que la palette de mon offre me permet de répondre à quand même beaucoup, beaucoup de problématiques et de clients. Parce que j'ai cette double casquette équithérapie et équicoaching.
Et puis, depuis 6 ans maintenant, 7 ans, ça va faire 7 ans, je suis aussi centre de formation, donc je forme des équicoachs et des équithérapeutes. Là aussi, ça s'est fait complètement par hasard. J'ai des personnes qui sont venues me solliciter en me disant, bah, écoute, ah, c'est chouette ce que tu fais, tu voudrais pas me former? Alors, bah, j'ai dit non une fois, 2 fois, 3 fois, et puis je crois qu'à la quatrième fois, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Ça a l'air de, voilà, il y a de la demande. Ce que je fais a l'air d'intéresser les gens, donc pourquoi pas? Et en fait, ma première formation, je suis partie m'installer une semaine chez une dame qui était coach, qui avait des chevaux chez elle, euh, qui est dans le sud de la France, vers, euh, comment ça s'appelle? Euh, en Camargue. Et qui, du coup, m'a dit, bah, écoute, viens chez moi, je t'héberge pendant une semaine et tu me transmets ta méthode. Bah, j'ai dit, pourquoi pas. Ça m'a permis, du coup, bah, déjà de créer mon premier support de cours, de voir ce que je voulais injecter dedans. Et puis, bon, après, au fur et à mesure du temps, bien évidemment, qu'il a évolué. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à la promo 19 en coaching. Donc, elles vont être certifiées au mois de mars, là. Voilà. Effectivement, je voulais qu'on arrive sur ce deuxième volet du webinaire pour que tu nous parles d'hippocampus, justement. Voilà. Euh, donc, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi enfin, lever la main, crier, m'interrompre. et on vous Voilà. laissera la parole. N'hésitez pas à intervenir ou dans le chat, vous pouvez également. Et je me ferai votre relais. Euh, donc, Mm, 19e promo, Hippocampus existe depuis un petit bout de temps, tu nous l'as dit. mm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce point de vue de formatrice en coaching? Oui. Selon toi, quelle est la compétence la plus difficile, par exemple, à transmettre aujourd'hui pour un coach? Alors, pour moi, la compétence la plus dure à transmettre, c'est la posture. Et dans ce que j'appelle posture, c'est essentiellement la posture de coaching. Euh, Parce que les gens que je reçois qui viennent se former, en général, ils connaissent tous bien les chevaux. Donc, certaines personnes connaissent même mieux les chevaux que moi, hein. J'ai des gens, bah là, dans la promo actuelle, il y a quelqu'un qui a fait tout le cursus de formation de Andy Booth, qui continue à travailler pour lui sur des aspects administratifs, etc. Donc, enfin, je veux dire, en termes de travail à pied du cheval, elle est nettement plus qualifiée que moi. Euh, et la plupart des gens voilà, que j'accueille, ils ont cette compétence-là. Euh, Ils connaissent les chevaux, en tout cas, ils savent les manipuler de façon sécurisée, on va dire ça comme ça. Euh, mais il y a cette difficulté de comment j'inclus le cheval dans ce processus de coaching. Parce que c'est vrai que j'allais dire, c'est mon ADN, c'est l'ADN Hippocampus, parce que c'est comme ça que je me suis formée, moi, d'abord en étant coach et ensuite en intégrant le cheval dans ce processus de coaching. Donc, c'est ça que je transmets. Et je trouve que souvent le plus compliqué, c'est d'arriver à acquérir cette posture de coach. Parce que euh, comme on connaît bien les chevaux quand on veut se former à l'équicoaching, comme on a très envie de faire du bien à l'humain, d'aider les humains, euh, bah, en fait, on n'a pas toujours la bonne façon de faire. Soit on va donner des conseils parce qu'on veut aider, soit on va faire à la place d'eux, soit on va même montrer au client comment il faut qu'il fasse pour que ça soit bien fait et qu'il ne soit pas en difficulté. Donc, je trouve que le plus difficile souvent à acquérir, c'est justement cette neutralité et cette posture de coach qui est de permettre à la personne de trouver elle-même ses propres solutions. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Et c'est vraiment là-dessus que je mets voilà, que je mets le paquet parce que pour moi, c'est la clé d'une séance réussie et d'une séance qui va amener la personne à une vraie transformation pérenne. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait. Enfin, je ne sais pas si ça répond. Si, C'est si, vraiment cette notion de posture, enfin, de posture de coach. que tu travailles dès le départ et tout au long de la formation, c'est ça que j'entends. Oui, oui. Et de toute façon, soit les personnes qui viennent me voir sont déjà coachs, donc je pars du principe du coup que c'est acquis, même si des fois il y a des petits réglages à faire sur comment je transpose ça dans une relation avec le cheval, soit les personnes ne sont pas coachs, et dans ces cas-là, elles ont 12 jours de formation sur cette posture et ces outils de coaching pour avoir justement cette fameuse, on va dire, sécurité de pratique parce que pour moi,
le cœur du métier, c'est comment j'accompagne l'humain. Après, le cheval, il vient en partenaire, en booster de prise de conscience, en, en accélérateur de changement, etc. Mais il faut bien qu'il y ait pour moi une façon d'accompagner l'humain. Un psychiatre, il va accompagner les humains d'une certaine façon. Un psychologue, il a d'autres outils pour accompagner l'humain. Un psychanalyste, il va avoir ses propres outils. Nous, on est coach, donc on a des outils de coaching pour accompagner l'humain. Voilà, en tout cas, c'est cette vision-là que je défends. Et là, je remets pour le coup une métaphore guerrière, parce que j'y tiens, euh, parce que je trouve que c'est puissant, en fait, vraiment. D'accord. Ça fait partie de tes standards non négociables, j'ai l'impression. C'est La non posture. négociable. C'est non négociable, mais parce que, alors là aussi, je peux revenir un peu en arrière. Euh, Quand j'avais fait ma première séance avec Monique, où j'avais dit, waouh, c'est ça que je veux faire, j'avais continué. Il y avait un monsieur, alors, dont je tairai le nom, qui ne fait pas partie du SYMPAC, mais qui faisait aussi des séances d'équi-coaching près de chez moi. Et donc, je m'étais inscrite à une matinée équi-coaching. Et ce monsieur n'était pas coach. Et la façon, moi, j'avais déjà bien entamé mon processus de formation au coaching, mais je suis ressortie de là. Alors, heureusement que j'avais entamé ce processus de travail sur moi, de développement personnel, mais j'aurais pu être traumatisée par sa séance. Parce qu'en fait, il a laissé, on travaillait, donc il y avait des observateurs, chacun faisait quelque chose, les observateurs observaient et faisaient un feedback. Et en fait, il n'a pas géré les feedbacks et c'était plutôt du règlement de compte que du feedback. Et moi, je m'en suis pris plein la tête sur un exercice que j'ai fait avec le cheval et il n'est pas intervenu. Et je me suis dit, alors bon, moi je l'ai géré moi, c'était pas, voilà, mais je me dis, si j'en avais pas été là de mon propre cheminement personnel, waouh, quoi, c'était violent. Et il s'est permis aussi de faire des commentaires ou de donner un point de vue euh, auquel j'adhérais pas, parce que c'était pas ma vision des choses, et il n'a pas accepté non plus on va dire, l'échange, enfin la contradiction. Et j'ai trouvé ça très violent, en fait. Et je me suis dit, mais il faut vraiment être coach pour pas laisser ça advenir, en fait. Voilà. Et ça a renforcé effectivement, ma vision de l'importance de cette posture d'exigence bienveillante du coach. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas négociable. Mais voilà, je sais que je suis pas. Euh, voilà, tout le monde n'a pas cette même vision en pratiquant l'équi-coaching et c'est OK. Mais là, c'est vraiment moi ce qui est important pour moi. Avec ça, d'accord, ça c'est très bien. Mais avec les années qui passent, est-ce qu'il y a d'autres points qui te semblent importants, puisque tu vois, effectivement, tu es 19e Mm, promotion, donc tu as vu pas mal de monde passer près de mm, toi. Est-ce que tu vois mm. d'autres points qui te semblent importants pour un équicoach aujourd'hui? Oui, alors, il y a cette notion, et je n'ai pas trouvé la réponse encore, il y a des fois, je ne suis pas en accord avec ce que je vais vous dire, mais cette notion de bien-être équin. Parce qu'on utilise, je mets des gros guillemets, mais oui, on utilise les chevaux au service du bien-être de l'humain. Euh, et j'allais dire, de quel droit on se permet de faire ça alors qu'ils n'ont rien demandé. Bon, euh, ça, c'est le fond de ma pensée, mais en même temps, ils sont tellement extraordinaires quand ils sont avec nous et dans ce qu'ils nous apportent que je me dis que c'est vraiment à l'humain de faire un effort pour que ce côté extraordinaire soit aussi partagé par le cheval, dans les limites, effectivement, de ce qu'il est possible de faire. Donc, euh, je trouve qu'il y a une grosse évolution en 15 ans sur la vision que l'on a des relations avec les chevaux, mais ce n'est pas encore, on va dire, mis en pratique partout. Et dans le partout, c'est dans tous les centres équestres dans lesquels je travaille. Euh, Là où sont mes chevaux et les chevaux avec lesquels je travaille, on est très vigilant à ça. Et je peux dire qu'ils sont dans un environnement et avec une vie qui est le plus proche possible de leurs besoins naturels. Et ça, c'est hyper important. Mais souvent, quand je fais des séminaires, eh ben oui, j'interviens dans des centres équestres avec des chevaux en boxe qui sont sortis une fois par jour. Et
Et pour moi, ce n'est pas satisfaisant, mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions aujourd'hui. Donc, je pense que c'est à nous aussi, Equicoach, d'être vigilants avec quel cheval on accepte de travailler. Si on vous refile le cheval boiteux qui, bah voilà, de toute façon, il ne peut pas faire d'équitation, donc autant qu'il serve à quelque chose, bah, il faut peut-être être capable de dire non. Euh, ou alors de se dire que peut-être justement, ça va être le seul moment de sa semaine où il va faire un truc sympa. C'est arrivé aussi, hein, des fois que des chevaux qualifiés de pas sympa, grognons, et ben, se révèlent dans une séance d'équicoaching. Mais il y a cette vigilance-là à avoir, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 15 ans. C'est vrai que moi aussi, j'évolue beaucoup par rapport à euh, qu'est-ce que je peux imposer au cheval dans une séance. À quel moment c'est trop pour lui, à quel moment il vient juste servir peut-être moi mes besoins d'équicoach, hein, pour être très honnête, et uniquement les besoins de l'humain. Voilà. Donc, mais j'ai pas encore trouvé la clé, j'ai pas trouvé la façon de mesurer ça, j'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est de notre responsabilité, et plus on sera nombreux à se questionner là-dessus, et plus les choses évolueront pour le mieux pour les chevaux. Enfin, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas la réponse. Clairement, demander à un cheval de tourner en liberté dans un rond de longe, même si on le fait de façon éthologique, pour lui, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a quand même ces questions-là, je trouve, à se poser et avoir conscience que voilà, on a une responsabilité, nous aussi, dans le bien-être des chevaux. C'est un sujet qui nous tient à cœur au sein du Sympac parce qu'on Mm, a plusieurs webinaires, on a une série aussi bien-être équin. Donc, mm. effectivement, on te rejoint, Anne, là-dessus. Et Voilà, c'est en chemin. J'ai c'est envie en de dire. chemin. Mais c'était, je crois, c'était Guillaume, alors je ne sais plus si c'est dans son webinaire à lui ou dans un autre échange où il disait, ah, si vraiment on veut le bien-être équin, on leur fout la paix, on ne fait plus d'équitation et voilà, et on les laisse tranquilles. Hmm. Mais du coup, c'est où la limite? Enfin, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, là aussi, sans faire d'anthropomorphisme, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que les chevaux sont contents d'être avec nous et de faire et de nous aider. Enfin, mais je ne sais pas c'est vrai, je ne sais pas. Je voiler la face en disant, mais si, regarde, il t'a fait un câlin, il est trop content. Voilà. Je n'ai pas de réponse, hein, mais c'est quand même un vrai questionnement. Euh, Après, dans les choses, tu disais, c'était quoi ta question? Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qu'il y a comme évolué? Comment je élément vois les choses? essentiel à transmettre Hmm. que tu voudrais voir chez les équicoachs? Tu nous as parlé de la posture, tu nous as parlé du point Mhm. sur le bien-être équin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hmm. Déjà sur le Tu veux bien-être dire sur équin, du coup, la capacité ouais, la capacité, enfin, pour les équicoachs, leur point de vigilance à eux quand ils se lancent dans ce métier, ce serait ça, ou les incontournables. les standards non négociables, ce que tu aurais envie de voir chez un Hmm, équicoach et ce que tu transmets à travers ton institut hmm, Hippocampus, hmm. tu vois. Alors, moi, je pense que euh, quand on pratique l'équicoaching, on est responsable d'un cadre et d'un processus, et c'est tout. Donc, déjà aussi, dans les fondamentaux, c'est ne pas avoir la tentation de vouloir sauver le monde, les humains qu'on accompagne. Hein, ça, c'est vraiment, euh, donc j'appellerais ça de l'humilité, j'appellerais ça ne pas basculer dans la toute-puissance, euh, même si, enfin, ce que c'est facile, ce que je dis toujours, c'est qu'on fait des métiers de pouvoir et de puissance. Forcément, on détient des clés, des outils pour permettre aux humains d'avancer. Voilà. Mais on n'est pas tout puissant. Et parfois, dans certaines choses que je peux voir sur les réseaux, certaines personnes qui font de la médiation avec les chevaux, on a l'impression qu'ils ont découvert un Graal, qu'ils ont la clé de je ne sais pas quoi, la clé d'une transformation. Non, 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 on n'est pas là pour ça. On est là pour moi, apporter notre pierre à l'édifice
effectivement, du mieux-être des humains. Euh, mais on ne sait pas, en fait. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre, c'est que quand vous commencez une séance, quand vous commencez un team building, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment les humains vont évoluer, et vous n'êtes pas là pour apporter du contenu. Ça, c'est de la formation. C'est pas de l'équi-coaching. Dans l'équi-coaching, on va laisser advenir ce qui doit advenir. On va prendre les choses au fur et à mesure où elles se présentent et on va accompagner chacun de là où il en est à là où il a envie d'aller. C'est tout. Et ça, on va le faire avec un cadre. C'est notre déontologie. Donc, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas. Et puis aussi euh, en gérant un processus. Et dans le processus, il y a comment on commence une séance, comment on termine une séance et qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux. Et on gère effectivement ça. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant. Et ça, pour moi, c'est vraiment une vigilance de tous les instants. On ne sait pas à la place de nos clients. Ça, et parce que chaque humain est différent, chaque équipe est différente, chaque groupe d'humains est différent. Donc, on ne peut pas savoir. On ne fait pas de lecture de pensée, on fait pas. euh, et c'est cette notion d'humilité qui, pour moi, est hyper importante. On en revient à la posture à nouveau, On somme en revient à toute. la posture. Voilà. C'est Après, il y a d'autres postures très intéressantes. La posture de consultant, elle est très intéressante. La posture de formateur, elle est très intéressante. Euh, mais pour moi, c'est pas de l'équi-coaching. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer de l'équi-coaching dans un parcours de formation. Ça peut être très intéressant. Mhm. Mais au moment où on est avec nos humains, là, qui viennent se confronter à la puissance du cheval, on n'est pas dans de la formation. Voilà, voilà, la nuance, elle est peut-être. Mais tout ça, c'est du non négociable pour moi. C'est vraiment. Et c'est vrai que je suis très exigeante. Alors, Marie pourra peut-être confirmer ou infirmer, limite pénible sur certaines choses. Mais voilà, c'est cette idée d'humilité qui est hyper importante. Marie, est-ce que tu vois autre chose, toi qui est passé par la moulinette hippocampus, dans les incontournables, Euh, toi, qu'est-ce qui t'a peut-être marqué ou... alors ça date un peu maintenant, mais je pense que je pense souvent à toi dans ma pratique, justement sur cette posture et sur ce côté, je suis pas là pour donner des conseils et pour laisser faire un peu le processus, et si ça nous amène pas là où on avait imaginé, c'est ok quand même. Donc je suis assez... Et Mm, t'as beaucoup aidé sur la posture, c'est vrai. Moi ça a été mm, un gros travail. mm, mm, ouais. Donc oui, oui, oui. Alors après, dans les autres incontournables du métier, évidemment, qui est non négociable, c'est la sécurité. Alors je le mets un peu en dernier parce que ça paraît tellement évident. Mais et dans la sécurité, je mets beaucoup de choses. Il y a évidemment, la sécurité des humains, et dans les humains, il y a euh, les gens qui viennent vous voir, qui pour la plupart d'entre eux n'ont jamais vu un cheval de près, hein, et du coup, ils n'ont pas forcément les bons codes et les bonnes réactions. Donc, il y a la sécurité de ces humains-là. Il y a votre sécurité à vous, coach, et qui coach, puisque vous allez manipuler des chevaux que parfois vous ne connaissez pas ou très peu. Donc, il y a votre sécurité à vous, la sécurité des humains et la sécurité des chevaux. Alors, OK, ils ne craignent pas grand-chose d'un point de vue sécurité physique, hein. En général, voilà, y a peu de risques là-dessus, mais il y a leur sécurité émotionnelle aussi, le stress qu'on peut leur mettre sur le dos, les contraintes qu'on peut leur apporter. Donc, il y a cette notion-là. Et puis aussi, chez les humains, il y a cette sécurité aussi émotionnelle, psychique, puisqu'on va aller parfois appuyer un peu là où ça fait mal. C'est bien le but pour que les personnes prennent conscience de ce qui se passe et évoluent. Euh, mais là aussi, c'est à quelle limite on se met. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des chamans, on n'est pas. Voilà, donc c'est à quel moment on se. En tout cas, je ne suis pas thérapeute et je ne suis pas chamane. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des équicoachs qui peuvent en plus inclure ça dans leur pratique, mais moi, je ne le suis pas. Et voilà, à quel moment on s'arrête, c'est quoi nos limites pour ne pas outrepasser cette sécurité aussi émotionnelle de la personne avec laquelle on travaille. Donc ça aussi, c'est incontournable, la sécurité. Bien sûr. Et c'est Mais très large, comme tu l'as si bien dit.
Ouais. C'est pas que la sécurité physique, c'est pas le risque de se prendre un coup de pied, parce que honnêtement, en 13 ans de pratique, j'ai eu une fois un coup de pied dans un tibia. C'est tout. Bon, le monsieur l'avait bien mérité et il a eu bien conscience qu'il l'avait bien mérité. D'ailleurs, il n'a rien dit. Mais, mais voilà, donc il y a peu de risques. Enfin, quand on sélectionne bien les chevaux avec lesquels on va faire la séance, il y a quand même très peu de risques sur la sécurité physique des personnes, quoi. À part un pied écrasé des fois, enfin, ou un coup de tête. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des équicoachs qui ont eu des problèmes d'accident ou de sécurité. À ma connaissance, il n'y en a pas, hein. Ou alors ils ne le disent pas et c'est complètement. Mais c'est plus pour moi la sécurité, effectivement, psychique de la personne. Parce que des fois, les gens, ils sont remués par ce qui se passe. Et remués, enfin, alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, rien ne laissait supposer que ça allait être aussi fort pour eux. Vous l'avez certainement vécu. Des fois, il suffit d'amener un poney à côté d'une personne pour qu'elle s'effondre complètement, alors qu'on n'a encore rien fait. Enfin, on n'a rien fait. Si, on a amené un poney. Et donc, ça aussi, c'est comment on le gère, ça. Et si on n'a pas une posture pour accompagner l'humain, que ce soit psychiatre, psychologue, enfin, ou coach, comment vous gérez ça, quoi? Comment on gère ça? La Et, posture revient. ouais, D'accord. mais derrière la posture, il y a, enfin, j'allais dire, la posture, pour moi, c'est un savoir-être, mais pour incarner un savoir-être, il faut un paquet de savoir et de savoir-faire derrière. Ouais. Hein. Donc ça, on l'apprend aussi en formation, c'est comment j'accueille toutes les émotions. Comment j'accueille la peur, comment j'accueille la tristesse, comment j'accueille la panique, comment j'accueille la joie, comment j'accueille. Euh, et ça fait partie aussi de tous ces outils de coaching, en tout cas que moi je mets dans la posture de coach, pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc voilà, dans les incontournables, oui, pour moi, il y a la posture de coach, la sécurité, le cadre et le processus, et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit Le d'autre. bien-être. Et le bien-être du cheval, voilà, c'est ça. Ça, c'est Ça fait un vraiment bon ouais, package. un package. Anne, j'aurais aimé qu'on vienne maintenant sur l'avenir, enfin sur ta vision du marché et puis peut-être l'avenir. Mm, Quelle est ta vision du marché actuellement, du marché de l'équicoaching? Euh, mm, Carole nous le dira, mais il y a eu une proposition de loi qui a été évoquée à un moment. Bon, mm, mm. qu'est-ce que tu, voilà, quelle est ta vision du marché et quelle est ta vision aussi du marché actuel et puis à Mm. venir? Alors, déjà, il y a une évolution que je trouve très positive depuis 13 ans. Euh, Maintenant, quand on parle d'équicoaching, on ne nous regarde plus comme si on tombait de la lune. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait ce que c'est, mais euh, OK, il y a quand même eu des émissions au journal de 20 heures, journal de 13 heures, dans Le Monde, enfin partout, bref. Donc, c'est moins difficile à vendre parce qu'il y a moins besoin de faire de pédagogie sur qu'est-ce que c'est. Hmm. Après, voilà. Ça, c'est le bon côté, c'est que les gens ont pris conscience que la médiation avec les chevaux, que ce soit dans le domaine de l'équithérapie ou de l'équicoaching, c'était pas un truc tout perché, il y avait des résultats mesurables, visibles, etc. Donc, on passe moins pour des illuminés. Euh, donc, ça, c'est le côté plutôt bien. Ça permet aussi de s'intéresser à une autre façon d'interagir avec les chevaux que purement l'équitation. Donc, ça laisse aussi la place parfois à des chevaux un peu âgés, à des chevaux réformés, à des chevaux. Donc, ça, c'est super aussi. Je trouve que ça. On parle d'inclusion, mais là, je trouve que ça inclut les chevaux, et ça, c'est chouette. Euh, Ça, c'est les côtés plutôt positifs. Et même les gens ont envie de venir tester. C'est-à-dire, avant, il fallait déboulonner des peurs, la peur que ça. Moi, les chevaux, j'aime pas, les chevaux, je connais pas, c'est quoi ce truc? Enfin bon. Euh, donc, ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à pratiquer ce métier. Donc, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, faut pas. Moi, je trouve que la concurrence, c'est génial, hein, parce que quand vous allez acheter
un canapé, vous avez les 10 magasins de canapés côte à côte, bah, vous êtes sûr qu'il y en a au moins un qui va vendre quelque chose parce que vous allez passer dans tous les magasins. Là, c'est un peu ça aussi. Donc, la concurrence, pour moi, c'est une belle émulation et il faut la voir comme ça. Mais en même temps, il y a plus de concurrence. Voilà. Donc, c'est voilà, le pendant. Euh, En même temps, bon, ça c'est pour l'aspect plutôt commercial et comment je vis de mon métier. Moi, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est j'aimerais pas que la FFE récupère ces métiers de la médiation parce qu'ils sont absolument pas légitimes et ils connaissent pas ce qu'on fait. Donc que ça se passe dans l'escarcelle de l'équitation, pour moi, ce serait une aberration. Bon, j'ai l'impression que ça sera pas ça, mais il y a quand même un petit risque hein, parce qu'ils font du lobbying, la FFE. Donc, il faut être vigilant à ça. On n'est pas des professionnels de l'équitation. Moi, personnellement, j'ai passé aucun diplôme, aucun galop, aucun. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'éthologie, mais voilà, j'ai pas de qualification équestre. Et je vois pas en quoi ça me serait utile pour ce métier-là. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être que je ne suis pas du tout qualifiée et compétente pour travailler avec des chevaux, mais bah, enfin, l'expérience me prouve le contraire. Donc il y a cette crainte-là qui est quand même, enfin, pour moi, assez. Enfin, il faut être vigilant à ça. Et après, du côté équithérapie, il y a le risque aussi que nos métiers soient réservés à des professionnels du soin ou du domaine social. Là, la question, elle est, oui, est-ce que ce serait peut-être bien ou pas? J'en sais rien, je suis moins catégorique qu'avec la FFE. Euh, voilà. Mais je pense quand même qu'il faut prendre un peu les devants et moi, je conseille maintenant à mes stagiaires de au moins passer leur savoir étho, au moins un 2, 4, qui sont les savoirs étho à pied, parce que ce sera au moins quelque chose de reconnu au niveau de la FFE. Voilà. Euh, c'est plus cette inquiétude-là, en fait, que nos métiers, qui sont quand même très atypiques, qui sont à la croisée de plein de compétences, soient récupérés par quelque chose. Voilà. Mais là, heureusement, au sympa que vous œuvrez et merci beaucoup pour, voilà, pour être vigilant là-dessus. Si On est besoin, quand je même pourrais dire très quelques mots atypique, hein. si On est vous m'en très est intéressé. atypique. Donc voilà, après, moi, le métier, je le vois évoluer bon, avec ces vigilances-là, mais je trouve que euh, on est dans je trouve, dans un moment où les choses sont difficiles. Quand je dis les choses, le monde est difficile et compliqué. Et les humains ont besoin je pense, de se reconnecter à des choses qui ont du sens et des choses qui sont terrestres, ancrées, hein, et qui sont en lien avec le vivant. Moi, je pense que le grand défi de l'humanité, c'est la reconnexion au vivant. Si on passe à côté, c'est la cata. Et, et nos métiers reconnectent l'humain au vivant de façon extraordinaire. Euh, donc, je pense qu'on a une carte à jouer là-dessus sur ouais, le vivant. On ne peut pas passer à côté du vivant. Le problème du réchauffement climatique, c'est pas la planète, hein. La planète, elle va très bien s'en sortir, hein. C'est les humains. C'est-à-dire, si les humains oublient leur lien au vivant, enfin, faut pas se leurrer, on va pas rester là très longtemps. Donc, moi, c'est mon inquiétude et à la fois le défi auquel on fait face, c'est ça. C'est de remettre les humains, ouais, dans du vivant. Enfin, arrêtons de manger n'importe quoi, de traiter les animaux n'importe comment, de traiter les plantes n'importe comment, de détruire des forêts. Enfin, je sais pas, c'est une aberration. Et nous, praticiens en médiation équine, on est complètement dans cette dynamique-là. Et c'est ça aussi, alors c'est un peu prématuré de le vendre comme ça, hein, mais comme on parle beaucoup aussi de la philosophie du care, hein, du prendre soin, care en anglais, on est aussi là-dedans. Et pour moi, les deux choses qui peuvent sauver l'humain, c'est ça, c'est de repasser sur un mode de fonctionnement, on va dire, plus yin, moins prédateur, et plus sur la philosophie du care, et en même temps de se reconnecter au vivant. Et nous, c'est ce qu'on fait toute la journée avec les chevaux. Donc on est bien, il faut y croire et il faut continuer à y croire. Voilà. Donc, et c'est aussi ça que j'essaye de vendre, en tout cas j'essaye d'en parler euh, voilà, quand je fais des devis, quand je vois des gens. Certains me regardent comme si, voilà, bon, bah, c'est pas grave, en général, eux, ils ne signent pas le contrat. Et ceux qui adhèrent à ça, c'est chouette, c'est chouette.
Merci Anne. Écoute, Voilà. le care, la reconnexion au vivant, l'equi-coaching a de beaux jours Ah, devant mais j'en lui suis si on convaincue. en prend conscience de ces nécessités-là. Ah, mais oui. Enfin, pour moi, on sort un peu du cadre, mais il y a des prises de conscience à avoir. Enfin, quand je dis, et là, je mets tout l'humanité dans son ensemble. Enfin, je sais pas, mais Mm, c'est notre survie à nous humains en dépend. Alors pas dans la génération aujourd'hui, hein, mais dans voilà. C'est- En tout cas, voilà, ce n'est que ma vision et je pense que notre contribution, nous et qui coach, elle est fondamentale, même si c'est une toute petite goutte d'eau, hein. On est des petits colibris, mhm. mais on a un rôle hyper important à jouer. Alors continuons, Ouais. Oui, continuons. oui, vraiment. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Si vous avez, voilà, prendre un temps de questions pour Anne. Est-ce que vous avez des... Alors, je regarde dans le chat, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elles se posaient la même question que toi au sujet du bien-être équin. Mm, mm, mm. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres pour Anne? Où tout était limpide. J'ai Envie trop de parlé. rajouter quelque chose? Mm, Ben moi, je pourrais faire un petit témoignage pour la formation quand même. Je sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend, on Euh, t'entend. j'ai rencontré Anne un peu par hasard quand j'étais dans cette recherche de formation. En 2018, j'étais au téléphone. Je me souviens, j'étais en congé mat. Et suite à un bilan de compétences, il y avait cette envie de reconversion et c'était pas encore hyper facile à trouver et je connaissais pas ce métier. J'avais croisé des formations au Salon du Cheval à Lyon, des gros groupes qui formaient sur Paris et à Belgique, je ne saurais pas vous redire les noms. Et j'avais pas adhéré avec la philosophie, justement le côté on débarque dans un centre équestre, on prend le cheval qu'on nous donne et puis on fait de la prestation. Moi, je voulais retrouver cette relation avec l'animal. Et je me souviens quand j'étais appelée, on a dû passer 2 heures au téléphone. mm, Et c'est toi qui mm, m'a convaincue en fait que on pouvait faire autrement et que bah, ça pouvait être un choix de vie professionnelle. Et mm. donc j'ai pu faire la formation en 2021. Donc il s'est passé du temps entre C'est l'idée vrai. et la validation du projet. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'était vraiment une prise de conscience pour moi sur plein plein de choses. Mm. Merci. Et aujourd'hui, tu as tes chevaux chez toi et voilà, et ton projet, voilà, il est comme tu l'avais imaginé ou pas? Alors pas à 100%, Mm, mais aujourd'hui j'ai les chevaux à la maison, ils sont 4. mm, C'est un changement de vie. Je suis désolée, mm, pardon. C'est un changement de vie pro et perso qui était important et qui arrive au bon moment, mais c'est pas facile tous les jours. mm, mm, On sent cette différence aujourd'hui, effectivement, même par rapport à 3 ans, l'accueil est plus facile, mais mm, ça n'empêche que le développement est encore compliqué et que ça reste. Je pense que c'est difficile de faire que de l'équicoaching aujourd'hui mm, et qu'il faut mm, arriver à trouver justement des choses qui peuvent être annexes, connexes, je sais pas dans quel sens on peut le mettre, mais mm, voilà, des activités qui permettent de compléter ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'accrocher, que j'ai pas envie de lâcher. mm. Merci Marie, merci. Et ton projet, il est magnifique. Après, c'est vrai aussi la difficulté qu'on peut avoir, c'est d'être très seul. Euh, En plus, là, enfin, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font de l'équi-coaching et je trouve que l'entrepreneuriat féminin reste encore aujourd'hui plus compliqué que l'entrepreneuriat masculin. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, voilà, je sais pas de qui c'est la faute, s'il y a un responsable ou je ne sais pas, mais ça reste compliqué. Est-ce que ce sont les femmes qui n'osent pas entreprendre ou en tout cas n'osent pas euh, être suffisamment, peut-être, je sais pas, percutante, convaincante, ou est-ce que ce sont les hommes qui laissent pas la place aux femmes? Je sais pas, hein, je suis pas du tout dans un débat, c'est un vrai constat. Moi, je suis dans beaucoup de réseaux et, euh, et on voit, c'est essentiellement des hommes qui sont dans des réseaux. Alors, il y a des réseaux féminins qui sont très sympas, mais du coup, on est entre femmes. Enfin, voilà. Et dans les réseaux mixtes, il y a quasiment que des hommes. Et j'arrive pas à... ouais.
Donc Il y a, ça. il y a- il y a pas mal d'études qui sont faites maintenant Hmm, hmm, pour voilà, pour le rapport des femmes à l'entrepreneuriat, et il y a hmm, des résultats qui sont hyper intéressants. Bon, ouais. ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a les études que ça change, enfin, qu'on a les résultats de Hmm, ces études que ça change la situation. Mais en tout cas, hmm, il y a des choses qui factuellement expliquent cette différence dans le rapport des hommes et des femmes à l'entrepreneuriat en France, clairement. hmm, 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 ouais. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est aussi le message que, enfin, je suis très claire quand quelqu'un me sollicite pour la formation. Moi, je dis, je vous vends pas du rêve en fait. Moi, je vous forme à une pratique professionnelle, mais derrière, il va falloir vendre vos prestations. On, on- euh, voilà, on travaille pas avec des baguettes magiques, hein. Ce serait super, mais ça, j'ai pas trouvé encore. Donc, il y a un moment donné, il va falloir aussi être entrepreneur et pas que et qui coach. Et ça, c'est pas facile. Ça reste encore aujourd'hui compliqué, mais quel que soit le métier, moi, j'ai plein de copines naturopathes, elles ont du mal à vivre de la naturopathie, réflexologue plantaire, et pourtant, c'est des métiers magnifiques. Et donc, oui, être sur des métiers du bien-être aujourd'hui, puisque l'équicoaching fait quand même partie des métiers du bien-être, ça reste difficile. Ça reste difficile. Mais, mais oui, enfin, faut pas lâcher et il faut trouver à sécuriser peut-être à côté autrement les rentrées d'argent ou voilà. Mais Vé- voilà. Véronique, tu avais levé la main tout à l'heure. Tu voulais poser une question à Anne peut-être ou témoigner de quelque chose? En fait, je l'ai rebaissé parce que j'avais pas de questions à poser. Je voulais juste remercier Anne parce que tout ce qu'elle dit me fait écho. Et, euh, Mm. voilà, j'espère qu'on se rencontrera une fois pour pouvoir échanger sur nos parcours dans lesquels il y a beaucoup de similitudes. OK. En tout cas, merci pour cette humilité qui transparaît de chaque parole. Et, euh, Mm. et comme l'a dit, je ne sais plus qui tout à l'heure, on reçoit en tout cas une grande sagesse. Merci. On m'avait jamais dit encore que j'étais sage, donc je prends. Merci. Ouais. Et tu es où, Et si Véronique, vous toi? voulez, T'es Alors, dans quel coin? je suis pour le moment au nord de Chartres OK. et on a mis le bien en vente. Et quand on aura vendu, on aimerait aller vers l'ouest, Rennes, Le Mans, Angers ou Mm. Mayenne peut-être. OK. OK. Mais avec plaisir, écoute, peut-être où on se prend un petit temps à part pour échanger aussi, hein, c'est possible, hein. Pas Oui, de- avec plaisir, oui, on se ouais. redira. Mm. je peux vous amener, si vous voulez, quelques éléments sur le bien-être équin, qui est aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur Mm. en tant que personne, en tant qu'équicoach et en tant que présidente du SYMPAC. Puisque vous avez été plusieurs à réagir aux propos de Anne, et puis ça te donnera de l'info aussi, Anne. Alors, Hélène est déjà plus au courant, enfin, est au Mm. courant Mm. de partie de ce que je veux dire. Quand je me suis présentée, quand j'ai proposé ma candidature pour être présidente du SYMPAC, le chantier du bien-être équin en équicoaching, c'était un de mes chantiers, on va dire, les plus importants. C'est un des chantiers les plus Mm. importants. L'actualité législative a fait qu'on s'est occupé d'autres choses, puisqu'il était prévu pour 2025. Enfin, c'est Mm. pas vrai, parce qu'on, comme disait Hélène, on a lancé déjà par petites touches Mm. des choses au travers de webinaires, d'interventions particulières, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces derniers mois, le sujet a avancé plus. Et donc là, enfin, l'ambition, ou on va dire l'intention, c'est de pouvoir établir la responsabilité ou les responsabilités de l'équicoach en matière entre guillemets, bien-être équin. Donc moi, j'appelle ça la sécurité physique, émotionnelle, cognitive et physiologique des chevaux, mais Mhm. communément, on va appeler ça le bien-être. Mm. Euh, et donc concrètement, l'idée, c'est de, voilà, j'ai l'ambition qu'on se mette d'accord dans le métier, entre professionnels, sur quelle est la responsabilité, quelles sont les responsabilités de l'équicoach concernant ce sujet, et du coup, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir exercer cette responsabilité, et que ces nouvelles compétences, donc l'idée c'est que ces compétences seront intégrées dans le référentiel de compétences du métier, et seront intégrées, j'ai déjà un accord de principe, seront intégrées dans les référentiels écoles pour le RS, donc par rapport à France Compétences. Ce qui normalement du coup devrait faire boule de neige, puisque toutes les écoles qui voudront le RS
devront répondre à cette partie-là. Voilà, donc je voulais juste de vous dire ça, qu'il y a vraiment, enfin pour moi je ne laisserai pas l'affaire en fait. Et si voilà, c'est, ça me paraît très important. Et je voulais dire aussi quand même sur ce sujet parce que souvent, implicitement, quand on évoque ce sujet, on sous-entend, ou en tout cas on comprend que l'interaction en équicoaching pose problème. Tu vois, Anne, tu faisais référence, je ne sais pas à qui disait si on veut le bien-être des chevaux, on n'a qu'à arrêter l'équicoaching et les mettre dans un pré. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'était Guillaume qui Et avait je- lancé ça un peu comme une boutade, c'est-à-dire qu'à Mm. partir du moment où, enfin, tu vois, tout ce qu'on demande à un cheval, enfin, je veux pas du tout reprendre ses paroles et me tromper sur ses paroles, mais Oui, non, non, bien sûr. tu vois, mais Mais en, c'était, voilà. en tout cas, Ouais. ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est Mm, que de mon point de vue personnel, ma conviction personnelle et mon expérience montrent que certaines interactions de type équicoaching, qu'on peut rencontrer en équicoaching, sont en réalité à valeur ajoutée pour le cheval. mm, mm, Euh, et mm, donc, ça aussi, ça me paraît très important de pas. mm, Tu vois, là, aujourd'hui, c'est des retours d'expérience. Ça me paraît très important que des équicoachs qui peut-être commencent dans ce métier, ou des équicoachs anciens dans ce métier, bien mm, sûr, mm, mm, n'aient pas cette espèce de croyance que forcément, ce qu'ils vont proposer au cheval en mm, équicoaching, c'est pas bien pour lui, quoi. mm, Et qu'on mm, ferait mieux de les mm, laisser tranquilles. Je suis mm, intimement mm, convaincue que ça n'est pas le cas. Alors, je mm, dis pas que toutes les interactions en équicoaching sont chouettes pour les chevaux, c'est pas ce que je veux mm, dire. mm, mm. Mais en tout cas, je pense qu'on a les moyens de pouvoir rendre ces interactions euh, neutres, voire positives, et qu'en plus, ce type d'interaction peut aussi permettre aux chevaux d'élargir leur zone de confort, ce qui peut aussi, à un certain nombre de chevaux en tout cas, Je suis d'accord, si je c'est suis bien d'accord. mené, même si c'est pas l'objectif Mm, de la séance mm, d'équicoaching, mais en tout cas, c'est un partenaire à part entière, et par conséquent, ça peut aussi contribuer à sa propre on va dire, capacité à mieux vivre ce qu'il a à mm. vivre tous les jours. Ah oui, Et mais ça je me suis paraît d'accord. hyper Ouais, important que, tu mm, vois, que mm, chacun d'entre nous ne trimballe pas ce truc que mm, implicitement notre métier est néfaste aux chevaux, quoi. mm, mm. Ah non, 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 En tout mais cas, c'est il pas ce faut que être, je pense. voilà, mais voilà. Et des fois, est-ce qu'on, voilà, on peut parfois mettre le cheval un peu dans l'inconfort. Encore, hein, on Bien sûr, parle et d'inconfort. Anne, Et franchement, parfois voilà, bien trop, de mon point de voilà, vue. voilà. Mais là Souvent aussi, par parce que, méconnaissance. oui, alors par méconnaissance, mais des fois, ça permet aussi cet inconfort du cheval, auquel, du coup, le cheval va réagir en faisant quelque chose, permet à l'humain de prendre conscience de euh, de enfin, la non-justesse de son comportement. Et c'est ça qui est Par intéressant, exemple. c'est que, voilà, donc on peut accepter un petit inconfort temporaire du cheval si derrière, on sait que ça va mettre en lumière un comportement de l'humain qui doit évoluer, tu vois. Mais c'est cette Alors, échelle-là, tu vois. oui, complètement. Et je me permettrai de rajouter que, de mon point de vue, ça n'est pas parce que c'est un apprentissage pour l'humain que ça justifie l'inconfort du cheval, que ça doit l'excuser. Je dirais que l'inconfort du cheval, de mon point de vue, est acceptable, bien sûr, s'il apprend quelque chose à l'humain, parce que si en plus il apprend rien, c'est un peu con. Ah bah oui, Mais non, mais surtout, si le cheval est en capacité de pouvoir le gérer et que ça peut être un apprentissage aussi pour ce cheval et que l'équicoach a oui. dans sa boîte à outils tout ce qui est nécessaire, un, pour le repérer et deux, pour accompagner le cheval, s'il n'est pas capable de le faire seul, à Mm. récupérer son équilibre. Et je tiens d'ailleurs à dire à ce sujet que Hélène, ici présente, représentera le SIMPAC dans moins de 3 semaines maintenant sur le sujet de la régulation émotionnelle des Oui. chevaux après leur séance et donc en particulier donc sur une partie du sujet du bien-être équin en équicoaching. Euh, et voilà, je suis ravie à nouveau que tous ces sujets prennent de la Mm. place et j'ai vraiment pour intention personnelle, en tout cas dans la mission que j'ai au SIMPAC, que cette année 2026, qui est aussi l'année du cheval chinois, soit l'année des chevaux en équicoaching. Bon, Mm. mince, on enregistre. Et bien, tous ceux qui nous écoutent en replay, vous m'aurez entendu sur le sujet. Merci, Carole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on clôture ce webinaire? J'ai l'impression que tout le monde, toutes Tout le celles monde, qui ouais, ont ouais. eu envie de s'exprimer se sont exprimées. Mm. Alors vient mon tour de te remercier vraiment, Anne, de tout ce que tu nous as apporté ce soir, de toutes ces paroles sages. On y revient. Eh oui, ces paroles sages. Euh,
qui font avancer les uns et les autres sur tous ces sujets propres à notre métier. Donc un grand merci. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà, merci pour cet échange. Voilà, je trouve ça intéressant. Alors, c'est peut-être ça la sagesse, hein, c'est de s'arrêter un moment puis de regarder d'où on vient. Je trouve que c'est chouette. Donc, ça m'a permis de faire ça aussi. Et voilà, c'était un bon moment pour moi. Merci beaucoup.